Et puis merci à Frédéric parce qu'effectivement, c'est hyper inspirant de voir comment ça se passe sur le statut de société à mission. Alors, nous, chez Maison du Monde, c'est un peu différent parce qu'on est dans l'étape d'avant, le premier étage de la fusée sur la raison d'être, comme Sylvie l'expliquait bien, qui est une démarche, je pense, un petit peu différente parce que, effectivement, par la raison d'être, on veut avoir un chapeau stratégique qui nous dit pourquoi Maison du Monde existe et qui doit intégrer tous les enjeux business et qui est moins focus sur un des sujets de responsabilité. Et ça a été un des travaux importants chez Maison du Monde de se dire, en fait, ce n'est pas uniquement un sujet de RSE, entre guillemets. Et on a des objectifs environnementaux, sociaux, de responsabilité sociale qui vont découler de cette mission, de cette raison d'être, mais on est dans un chapeau un peu plus global. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la raison d'être de Maison du Monde parce qu'elle n'est pas encore publiée. On l'a définie l'année dernière. On est dans la phase d'appropriation collaborateur et on pourra en parler plus librement, je pense, cet été. Mais avec Sylvie, on s'était dit que c'était intéressant de vous expliquer comment on avait un peu embarqué les différentes parties prenantes dans la démarche de la raison d'être parce que, effectivement, nous, on n'est pas natif mission, quoi. On n'a pas été créé pour le bien de la planète. Si on s'était posé la question de notre raison d'être il y a 20 ans, c'était sans doute apporter de la décoration du monde et de l'ameublement exotique au marché européen, il y a 25 ans quand Maison du Monde a été créée. Et la démarche de la raison d'être d'aujourd'hui, c'est se poser la question, c'est quoi aujourd'hui notre raison d'être et comment on fait en sorte d'y mettre de la responsabilité, de la mettre au cœur, parce que c'est quand même l'esprit de la loi Pacte, c'est de remettre la RSE au cœur de la mission, de la vision stratégique de l'entreprise et de formuler une raison d'être qui serait j'apporte de la déco accessible au plus grand nombre. C'est bien, mais ce n'est pas l'esprit, quoi. Je ne sais pas comment je fais pour partager mon écran. J'ai arrêté le partage, là. Ok, donc là, je peux faire partager. Si vous voyez le PowerPoint, partager. Normalement, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ouais, Sylvie, tu me coupes si tu as ouais. spécifique ou des choses que tu veux qu'on aborde plus en détail, mais la façon dont je voulais vous présenter les sujets, c'était un peu de se dire d'abord les grandes étapes de la construction de la raison d'être chez Maison du Monde et de voir comment nos parties prenantes externes et internes sont mobilisées aux différentes étapes. Parce que d'abord, et là on a travaillé avec Sylvie et l'équipe de Des Enjeux et des Hommes depuis 1 an et demi, 2 ans presque maintenant, la période du Covid ayant reporté certaines échéances qui étaient prévues l'année dernière. Mais on a commencé du coup par d'abord une partie sur la synthèse de tous nos enjeux et de la stratégie de Maison du Monde pour bien définir qui on est, comment on est perçu, à quoi on contribue aujourd'hui. On l'a fait avec des parties prenantes internes, des parties prenantes externes, le comité exécutif, des collaborateurs évidemment. Et puis donc ça nous a permis d'avoir un terreau, les ingrédients de la raison d'être de Maison du Monde, puis de faire travailler le comité exécutif et pas uniquement un groupe projet qui aurait été porté par la RSE, par la marque ou je ne sais quoi, mais vraiment l'ensemble du COMEX sur la vision stratégique pour ensuite formuler la raison d'être, définir ensuite comment elle s'incarne pour l'ensemble de nos parties prenantes. Donc là, on est vraiment un peu plus dans la méthode, mais de se dire il faut que ça soit comme nous, notre raison d'être, elle n'est pas évidente pour l'ensemble des collaborateurs qui sont recrutés, on n'est pas fagot, donc ce n'est pas encore assez ancré. Il faut que ça s'incarne vraiment pour tout le monde, que ça soit réel et qu'on puisse que tout le monde s'y reconnaisse. Et dans une entreprise encore, en plus de 8000 salariés, 375 magasins en Europe, qui fait 10 000 références différentes, enfin 15 000 références différentes par an, pardon. On a un vrai enjeu de ne pas remettre une couche un peu éloignée du concret des équipes. Donc, il y a une vraie phase importante d'appropriation des collaborateurs avant d'être capable de communiquer notre raison d'être et de la décliner pour les différentes parties prenantes, collaborateurs, clients, partenaires, et de ce que ça veut dire pour chacun d'entre eux. Dans chacune de ces phases-là, ce que je voulais qu'on évoque aujourd'hui, c'était comment on mobilise les parties prenantes et leur rôle dans cette méthode de travail. Et je sais que Sylvie rentrera dans le détail de la méthode dans d'autres ateliers du club. Mais c'est assez essentiel, en tout cas pour nous,
pour une entreprise qui n'est pas mission native, comme on pouvait le voir avec Fago, d'embarquer au maximum l'ensemble des équipes, des parties prenantes externes pour construire cette vision de notre raison d'être et qu'elle soit vraiment, qu'elle corresponde à ce qu'on est et ce qu'on veut devenir, parce que, on l'a dit, ça a été suffisamment répété, c'est un cheminement. Et la raison d'être, elle va guider nos choix stratégiques. Donc, c'est ce qu'on est aujourd'hui, mais surtout ce qu'on veut devenir. Et cette boussole qui va guider l'ensemble de nos décisions. Donc, pour ça, dès le départ, on a travaillé avec les parties prenantes externes et le COMEX pour vraiment bien comprendre. La mobilisation des équipes est importante et il faudra qu'on continue dans le futur à mobiliser et nos parties prenantes externes dans la gouvernance sans doute de la raison d'être et les collaborateurs dans la façon dont cette raison d'être doit vivre au quotidien, incarnée par les équipes, parce que si les équipes ne la portent pas, nos clients ne la comprendront pas non plus, même si elle sera communiquée d'une manière forcément un peu différente pour les clients. Donc, sur les parties prenantes externes, il y a on a travaillé, nous, pour être très concret, avec une dizaine de parties prenantes externes qui ont été consultées par nous et les équipes de Tes Enjeux et des Hommes au début de la mission, pour vraiment deux sujets: comprendre d'abord leur perception de Maison du Monde, le rôle de l'entreprise aujourd'hui, comment ils nous perçoivent, comment ils perçoivent notre engagement, qu'est-ce qu'ils perçoivent, quelle est la valeur que Maison du Monde apporte à la société par ses produits, mais aussi au-delà. Les engager dans la construction de cette raison d'être pour s'assurer que ce qu'on va pondre, ce qu'on va sortir comme raison d'être sera aligné avec cette vision de ces parties prenantes-là. Donc là, c'était beaucoup d'ONG, d'entreprises, de partenaires avec qui on travaille. Et ça, c'est la première phase, se dire, en fait, eux doivent nous donner les ingrédients de ce qu'on pense être, parce qu'on peut, nous, se regarder dans le miroir et faire l'exercice de dire qui on est. C'est toujours plus intéressant de consulter un peu nos clients et les parties prenantes externes pour dire quelle est la perception qu'ils ont de nous sur tous ces sujets-là. Et puis, dans un second temps, le deuxième sujet, ça sera de les embarquer dans la gouvernance de la raison d'être, parce qu'on le disait avec la réflexion sur l'OTI, nous, aujourd'hui, on ne se dit pas tout de suite qu'on va être entreprise à mission. C'est peut-être le step d'après, on doit se faire encore une religion sur le sujet, mais on sait quand même que notre raison d'être, pour être crédible, elle aura besoin d'une gouvernance qui intégrera des parties prenantes externes, et pas uniquement comme le ferait l'OTI pour pointer que les résultats des objectifs ont bien été atteints, mais pour challenger la pertinence de la raison d'être, la pertinence des projets stratégiques qui peuvent être montés au regard de la raison d'être, parce que si nous, on écrit notre raison d'être et que demain, on se dit finalement, on va changer notre business pour aller vendre des bicyclettes, comme le disait Sylvie, en Amérique latine, n'importe quoi, peut-être que ce n'est pas compatible avec notre raison d'être. Donc, on aura besoin d'avoir cette gouvernance qui intégrera et des membres du conseil d'administration porté par le board, mais également des membres de la société, de parties prenantes externes, que ce soit d'autres entreprises, des ONG, pour venir un peu challenger ce qu'on veut être et le niveau d'ambition, parce qu'on est toujours poussé par ces parties prenantes pour aller un cran plus loin, et on a besoin de ça, d'être challengé là-dessus. Donc, c'est pour ça que... Ce qui est intéressant dans l'approche qu'on mène avec Maison du Monde, c'est qu'il y a cette volonté, avant d'aller s'afficher vers l'extérieur, justement parce que voilà, ça demande, c'est vraiment une réflexion, une maturation interne sur une évolution de la vision que Maison du Monde a son métier, de dire préparons-nous, voilà, plutôt que de communiquer avant d'avoir fait, faisons un peu et communiquons après sur le cheminement qui a été mis en place. Oui, parce qu'il y a un vrai sujet de réflexion collective sur ce qu'on veut être dans le futur. Et on pourrait dire, OK, notre raison d'être aujourd'hui, c'est et si on avait dû la définir il y a 2 ans, ça aurait sans doute été de rendre accessible la décoration multistyle et l'ameublement au plus grand nombre. Et en fait, c'est autre chose, notre raison d'être. C'est pas ça. Ça peut, on disparaîtrait. La société s'en porterait pas forcément plus mal si notre raison d'être, c'était uniquement ça. Et en fait, on apporte autre chose. Et donc, cette consultation-là était importante pour construire ces ingrédients-là. Et on l'a ensuite enrichi d'un travail avec les collaborateurs, parce qu'on a 8000 collaborateurs chez Maison du Monde.
Donc, on a un vrai vivier de gens qui aiment la marque. On est dans le retail, une marque où nos équipes viennent parce qu'elles aiment le produit, elles aiment la déco, elles sont ambassadrices de nos produits, du service qu'on apporte aux clients. Donc, c'était vraiment essentiel de les avoir. Donc, on a fait 2 focus group représentatifs avec des équipes du siège, du réseau des différents pays pour nourrir cette réflexion sur la vision de ce qu'on veut faire de Maison du Monde, ce que Maison du Monde est aujourd'hui, mais vraiment ce qu'on veut être demain, d'identifier les facteurs de fierté. Je pense que c'était une question importante aussi là-dedans, de quoi les collaborateurs sont fiers, et c'est là que ça remet les enjeux de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est une attente de toutes les équipes, et se poser vraiment la question concrètement de qu'est-ce qui manquerait au monde si Maison du Monde n'existait pas. Ce n'est pas uniquement il manquerait 2 lampes très jolies, c'est sans doute autre chose. Et ça nous a permis, dans la réflexion dont Sylvie parlait, de construire les ingrédients qui vont faire cette raison d'être. Et de se dire, voilà tout ce qui nourrit notre raison d'être, tout ce qui fait que Maison du Monde existe aujourd'hui, et qui a ensuite travaillé par le COMEX, parce qu'à un moment, c'est un sujet stratégique. Et sur le rôle des collaborateurs, la deuxième phase, et qu'on est en train de lancer, là, et je serais ravi de partager la vidéo d'explication de ce qu'est la raison d'être à partir de la semaine prochaine, quand on l'aura au début avril, quand on l'aura sorti à nos collaborateurs, mais c'est vraiment important ensuite que les équipes puissent se l'approprier. Et on pense que dans le monde actuel, dans la situation où tout le monde se pose des questions, la raison d'être va permettre de guider tout le monde, tous les étages de l'entreprise, que ce soit les décisions stratégiques du COMEX, comme les vendeurs en magasin ou nos manutentionnaires à l'entrepôt, et qu'on a besoin que les collaborateurs soient embarqués dans la démarche pour pas qu'on leur sorte une énième communication corporate qu'ils ne comprennent pas et qui ne se concrétise pas dans leur vie au quotidien, dans leur boutique, dans les entrepôts ou dans les différentes fonctions du siège, quoi. Donc, on se dit, il faut que ça parle à un comptable, à un manutentionnaire, à une hôtesse de caisse en magasin, comme à la direction générale. Donc là, il y a un vrai sujet d'appropriation pour expliquer ce qu'on veut faire de cette raison d'être qui est en cours. Et puis, la dernière partie prenante interne qui est essentielle et avec laquelle on a beaucoup travaillé de manière collective avec Sylvie et les équipes, c'est le COMEX, parce que Sylvie le disait, la raison d'être, c'est la boussole qui guide la stratégie de l'entreprise. Donc, on a construit les ingrédients avec les parties prenantes externes, avec nos clients, avec les collaborateurs, pour comprendre tout ce qui nourrit aujourd'hui l'identité Maison du Monde. Mais il nous a fallu, et j'ai mis 5 ateliers, Sylvie, parce que j'étais dans la boucle de tout, mais je me demande si ça n'a pas été même un peu plus, 5 ateliers avec l'ensemble du COMEX pour se poser la question de comment on fait en sorte que cette raison d'être chapeaute toute la stratégie de la boîte, et devienne vraiment cette boussole, et soit ensuite sans doute portée par le board. On est une entreprise cotée avec un conseil d'administration. On a un COMEX qui porte un plan stratégique à horizon 4 ans, généralement, qui vient le présenter au board et le présenter au marché. En fait, la raison d'être, elle doit survivre à un COMEX et se dire, ça va nous guider plusieurs plans stratégiques et on n'a pas vocation à la faire évoluer tous les 4 ans comme le plan stratégique. Et tous nos axes stratégiques dans tous nos métiers doivent ensuite être cohérents avec cette raison d'être. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas se faire sur un coin de table par une ou 2 directions de l'entreprise, mais que c'est forcément une vision partagée par le COMEX et qui est ensuite validée par la direction générale, par le board, pour se dire voilà ce qu'on veut porter et ce qu'on veut porter à long terme. Et une fois qu'on a formulé cette raison d'être, le rôle du COMEX il est important sur les impacts que ça a sur le modèle de la boîte, parce que quand on se projette sur ce qu'on veut être et qu'on met dans les ingrédients de la raison d'être nos impacts sociétaux, nos impacts environnementaux, notre responsabilité plus globalement, ça a forcément des impacts sur le modèle, parce qu'on doit se dire il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Notre offre va devoir évoluer. On veut on veut remettre la responsabilité au cœur, donc on doit travailler de manière très forte à la réduction de l'impact environnemental de nos produits. Et je pense que là ça fait vraiment écho à ce que
concrètement ce que Fago racontait sur l'empreinte environnementale des produits. On est dans la même situation, on est tous retailers, et ici au Club Génération Responsable, c'est quand même vraiment la majorité de notre empreinte, elle est dans le choix des matières, des produits qu'on utilise, qu'on distribue. Donc on a cette responsabilité-là qui va forcément faire bouger nos modèles, et se dire on veut concilier notre modèle de distributeur avec les enjeux de responsabilité, ça va avoir des impacts non négligeables, plutôt significatifs sur notre modèle. Donc, il faut que le COMEX en soit conscient et l'inscrive dans toutes ses roadmaps. Et nous, on fait ce travail-là à la direction RSE en ce moment, avec le support de la direction générale, concrètement, la raison d'être de Maisons du Monde, comment ça va s'incarner dans chacun des métiers. Parce que si on veut que les collaborateurs ensuite s'y retrouvent, que les clients s'y retrouvent, il faut que il n'y ait pas un projet de la boîte qui ne rentre pas dans le chapeau de cette raison d'être. Et donc, c'est ça un peu la différence, je pense, avec l'approche de la mission qui peut être un peu plus spécifique. La raison d'être, elle doit englober l'ensemble de la stratégie de la boîte, d'où l'importance de la vision COMEX. Donc, je voulais faire un focus sur les différentes parties prenantes externes, collaborateurs et COMEX qui sont importantes à mobiliser dans la méthode. Je ne sais pas, Sylvie, si tu as des questions spécifiques, si tu veux que je creuse un point. Peut-être avoir un retour justement des points que les participants d'aujourd'hui aimeraient creuser par rapport à cette approche. Ce que nous, on trouvait intéressant dans cette approche Maison du Monde, justement, c'est par rapport l'affichage extérieur et puis souvent suivi de peu d'effets. Le fait que chez Maison du Monde, il y avait cette prise de conscience que la raison d'être était profondément transformative et du coup de mettre en place, avant même d'avoir publié la raison d'être, ce travail sur les fondements du business model et les implications en termes de ce qui était réaliste pour demain, pour après-demain et pour le surlendemain. Et ça, c'est quelque chose que souvent on oublie, ou en tout cas on minimise un petit peu quand on embarque sur une mission de raison d'être. Les gens ont souvent tendance à penser que le travail est terminé une fois que la phrase est identifiée, alors qu'en fait, il commence. Voilà. Donc, Exactement. Exactement, et c'est ce travail-là qui est en cours actuellement chez nous, le COMEX est bien conscient des enjeux de transformation que ça implique, et je pense que la méthode de travail qu'on a faite dans les ateliers COMEX avec vous a permis de se poser toutes ces questions-là et de se dire tout de suite, ah ouais, mais attendez, si on choisit ces mots-là, si nous, on veut s'engager là-dessus, voilà ce que ça va vouloir dire pour l'entreprise. Donc, l'importance de cette transfo-là, qu'on doit garantir, qu'on doit mener, et où nous, en tant que direction RSE chez Maison du Monde, on essaye d'être un peu le garant de ça et de se dire attendez, parce que la responsabilité est au cœur de la raison d'être qu'on a choisie, il faut s'assurer qu'on soit bien toujours aligné, quoi. Mais c'est vrai que tout ce que tu dis vient de me faire penser à ce que disait Frédéric de Fago en disant nous, on n'a pas besoin, on n'a pas voulu avoir un directeur, une direction RSE parce qu'on veut que chacun s'en empare. Et ça fonctionne effectivement pour une entreprise qui d'emblée, dans son élan créateur, fondateur, a cette démarche mission dans son ADN. Là, Rémi-Pierre, toi, ton rôle, c'est justement de rappeler sans cesse la mission et la dimension RSE pour que les feuilles de route de chaque métier soient imprégnées de ça. Oui, mais c'est sûr. Et puis, on est tous, je pense, d'accord de ça, que effectivement, nos directions RSE, elles n'ont pas vocation à… ça serait top si on arrive à disparaître et que effectivement tous les sujets de responsabilité sont bien embarqués par les métiers. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on est une petite équipe à la RSE chez Maison du Monde et que c'est incarné ensuite par chacun des métiers sur ces sujets pour faire les choses de manière plus responsable. Vous avez des questions par rapport au témoignage de Rémi-Pierre, de creuser plus particulièrement ce qui a été mis en place sur la démarche moi, j'ai une question, donc toujours Bérangère, Société But. Si je comprends bien, en fait, devenir société à mission, le fait même de devenir société à mission, c'est simple. En fait, le gros du travail, il est sur la raison d'être. Parce qu'en fait, devenir société à mission, c'est on dépose les statuts, la raison d'être, etc. Mais en fait, vraiment, là où tout l'enjeu est, c'est travailler sur la raison d'être
qui est un travail assez long. Est-ce que juste, vous pouvez me dire combien de temps depuis combien de temps vous travaillez dessus? J'ai vu votre rétro-planning, mais ça fait 1 an à peu près, c'est ça? Ouais, nous, ça fait un an. Je pense que après, on a eu la période Covid qui a Ouais. forcément un peu reporté certaines échéances, mais en gros, ça se fait en peut-être un an, 12 à 18 mois. Et on pouvait difficilement, enfin, on pourrait le faire plus vite si la mission ou la raison d'être était évidente. Et c'est sûr qu'ensuite, si on veut se dire, on veut déposer nos statuts et inscrire des engagements, bah, le fait de les déposer, ça va vite, de les faire auditer, ça se fait. Par contre, c'est le travail de l'écriture de cette raison d'être qui prend du temps pour ne pas se planter. Et parce qu'elle n'est pas aussi évidente, je pense, dans nos sociétés un peu plus grosses, un peu plus moins responsabilité, moins au cœur que chez Fago, où Frédéric le disait, bon, bah, quand ils ont créé Fago avec Nicolas, ils auraient écrit cette raison d'être en vendant leur première paire de chaussures. Donc, cette mission directement. Mais c'est intéressant parce que, en fait, moi, c'est une expérience que j'ai avec mes dirigeants, c'est-à-dire qu'effectivement, ils focalisent tout l'effort sur devenir société à mission, mais en fait, tout l'effort doit être sur la raison d'être. Ah bah, sur quelle est la mission, hein, parce que je veux bien, effectivement, c'est ça, on peut devenir des sociétés à mission, mais il faut choisir la bonne mission. Hein. Mais c'est vrai que la peur est souvent sur le côté juridique, mais en fait, il n'est pas du tout là l'enjeu. C'est-à-dire que la phrase de raison d'être est importante, mais si vous voulez, le passage entre raison d'être et société à mission, il y a une étape extrêmement importante que sont la définition des objectifs. Tout à fait. Et c'est là où le travail est, parce que c'est une chose de se projeter dans l'avenir ou de se projeter avec une phrase, je dirais, qui vous correspond ou qui correspond au projet de société voilà, qui fait l'unanimité à un moment donné au sein du COMEX, mais c'est une autre de mettre en place la feuille de route. Et c'est la feuille de route qui est vraiment extrêmement importante parce que c'est le couple, parce qu'en fait, c'est ça que le comité de mission va devoir suivre et c'est ça que l'auditeur va auditer. Donc, voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on a tout ça, ça peut être simple. Il y a juste l'étape juridique de vérifier quelle est la formulation la plus claire possible, la plus cristalline à mettre dans les statuts. Donc, cette étape-là, en tant que telle, on peut dire qu'elle ne prend pas forcément beaucoup de temps. Par contre, le travail de préparation des objectifs, et puis, voilà, il y a même certaines pratiques qui disent, finalement, il faudrait presque que le comité de mission soit créé en concomitamment aux objectifs et qu'il soit formulé ces objectifs quasiment en co-construction avec le comité de mission avant d'être mis dans les statuts. Comme ça, on est bien sûr qu'on est sur la bonne trajectoire. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, nous, ce qu'on peut voir, c'est parce que c'est pas mal dans les médias. Certains dirigeants sont sollicités, tiens, est-ce que vous allez être société à mission? On en parle beaucoup, mais que ça tend à occulter toute la phase, toute cette trajectoire qui démarre effectivement avec une première étape qui est la réflexion sur ma raison d'être. Pourquoi j'existe aujourd'hui? Voilà, c'était quoi l'élan fondateur? On viendra peut-être, si vous êtes au prochain atelier, un peu plus sur la démarche qu'on suit. Mais nous, on se pose vraiment la question un peu d'archéologie sur l'entreprise, parce qu'on se dit, si une entreprise est encore là aujourd'hui, c'est qu'elle a une raison d'être. Si elle a toujours une raison d'être, ça veut bien dire que dans l'élan fondateur, il y avait quelque chose qui était toujours d'actualité aujourd'hui. Il y avait un besoin auquel l'entreprise répondait. Et puis de se projeter un peu dans le futur. Mais du coup, cette raison d'être, elle est vraiment là pour articuler un projet d'entreprise, mais il ne peut être soutenu et viable que s'il y a des piliers forts d'engagement. Et c'est toute cette construction, en fait, qui occupe le devant du terrain et qui souvent est un peu occultée. Voilà. Ouais, non mais... Effectivement. Oui, ça vous parle? Oui, et nous c'est le cas aussi. Hein. Notre DG, Julie, est souvent questionnée sur pourquoi est-ce que vous avez l'ambition de devenir société à mission? Et en fait, aujourd'hui, on ne veut pas devenir société à mission pour devenir société à mission. C'est ça, tout à fait. Cette raison d'être. Et c'est vrai que dans les médias, on en parle évidemment beaucoup. Et que les raccourcis, il ne faut pas oublier cette étape-là. Oui, tout à fait. Merci. D'autres questions? Sur, je ne sais pas, les étapes suivies, la façon, la facilité ou pas à décliner la raison d'être en feuille de route. Je ne sais pas qui... Excusez-moi, j'ai encore une question, c'est encore Bérangère. Sur la méthodologie et l'accompagnement, aujourd'hui, votre conseil, c'est de ne pas le faire seul?
Nous, chez Maison du Monde, on ne regrette pas de ne pas l'avoir fait seul. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quand même besoin d'outils sur ce que disait Sylvie, notamment sur la réflexion collective pour se poser les bonnes questions sur ce qu'était Maison du Monde, nous, quand on a été créé il y a 25 ans, ce qu'on veut être dans 10 ans, les tendances du marché, et de pouvoir, je pense aussi, dépasser juste la vision RSE. Et c'est ça qui était important aussi pour nous, c'était de dire, c'est pas uniquement l'équipe RSE qui bosse sur le sujet, on est accompagné par l'externe et on arrive à avoir un truc qui revient un peu plus au niveau un peu plus stratégique. Et je pense que ça se fait peut-être tout seul, hein, mais nous, on ne regrette pas de l'avoir fait avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui est important, quel que soit. Alors, nous, on ne va pas vous dire qu'il ne faut pas vous faire accompagner. Oui, mais je sais. mais en tout cas, c'est pour ça que je la posais. Voilà, c'est important d'avoir un comité de pilotage de la raison d'être et un comité de pilotage qui soit composé de la façon la plus diverse possible. Et on recommande qu'il y ait effectivement au moins quelqu'un de la RSE, quelqu'un des ressources humaines, quelqu'un de la communication interne, pour éviter que ça bascule d'un côté ou un autre. Parce que si un directeur marketing ou un DIRCOM prend le lead sans être appuyé contrebalancé par l'avis de la RH ou de la com interne, voilà, ça risque de dévier. Et c'est vrai que nous, on avait la chance aussi d'avoir un comité de pilotage qui était notre interlocuteur au quotidien, qui permettait de planifier ensemble les étapes avec le COMEX, de faire le go-between. Donc, en tout cas, accompagné ou pas, ne vous privez pas d'un copil multipartite pour être sûr que vous n'emmenez pas la raison d'être vers quelque chose qui serait un peu trop soit marque employeur, soit plateforme de marque. D'accord. Parce qu'en fait, la frontière entre la plateforme de marque et la raison d'être, elle est complexe hein, quand même. Oui, elle est complexe, mais pour moi, nous, la réflexion qu'on a à côté Maison du Monde là-dessus, en tout cas, c'est que la plateforme de marque, elle parle aux clients et la raison d'être, elle doit parler à toutes les parties prenantes. Donc, aujourd'hui, quand on travaillera notre plateforme de marque et notre nouvelle plateforme de marque, elle sera intégrée à la raison d'être et ce sera la façon d'incarner la raison d'être pour nos clients. Comme ça qu'on le voit chez Maison du Monde. Et c'est vrai que ce point-là vient éclairer pourquoi, pour certaines entreprises, c'est un peu compliqué, parce que comme je le disais dans la première partie de la présentation, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont confondu raison d'être et mission. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Typiquement, quand Crédit Agricole dit travailler chaque jour dans l'intérêt de nos clients, bon, certes, ils ont rajouté la société, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est très dirigé vers l'externe et la partie prenante client. Ça n'inclut pas du tout la partie collaborateur, si ce n'est pour leur dire, bah oui, il faut travailler dans l'intérêt des clients. Nous, dans la réflexion raison d'être, on inclut l'ensemble des dimensions. Et c'est vrai que pour les collaborateurs, on ne demande pas simplement de quoi ils sont fiers et comment ils comprennent ce qu'est Maison du Monde, on leur demande aussi comment ils se sentent chez Maison du Monde et qu'est-ce qui ferait les sentir mieux. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre en quoi l'entreprise interagit avec l'ensemble des parties prenantes. Si on est trop directement focalisé sur la partie prenante client, on fait dériver un peu le concept. Et moi, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est aussi très impacté, cette notion de focus client, par la définition qu'en font les Américains. C'est une définition très anglo-saxonne. Le company purpose, quand on regarde la Harvard Business Review ou des choses comme ça, c'est une posture très différente parce qu'ils se disent le purpose, c'est ce qui répond à un moment donné aux besoins des clients. Donc, on voit bien que la posture est très différente. Ce n'est pas j'ai envie de transformer mon entreprise parce que le monde est confronté à tel et tel défi. C'est je transforme mon entreprise pour suivre la demande client. Et on n'est pas du tout dans la même logique. Voilà. Et c'est vrai que du coup, si on est dans cette logique un peu de j'officialise mon métier, même la façon que j'ai de voir mon métier, on rate la marche parce qu'on est très focalisé sur les clients. Et du coup, en plus, on se catapulte avec la plateforme de marque pour le coup. Ok. Merci. Voilà, d'autres questions avant qu'on se quitte ou sinon qu'on évoque peut-être les prochains sujets. Voilà, en gros, on a l'atelier approche méthodologique qui est le 24 mars.
l'atelier sur l'articulation raison d'être et plateforme de marque qui sera le 7 avril. Mais un peu comme Agnès l'a fait tout à l'heure, je me demandais s'il y avait d'autres sujets qui vous semblaient importants à couvrir, sur lesquels on pourrait cheminer ensemble, autour de la raison d'être, de la société à mission. Non? Des questions que vous vous posez par rapport à concrètement là où vous en êtes? Donc, chez But, j'ai compris que vous vous orientiez là-dessus. En tout cas, vous ouvrez la réflexion. Je ne sais pas. Exactement. Ouais. La réflexion, après, c'est juste comment le prendre, par quel bout le prendre. Voilà, il faut le prendre par le haut. Hein. Même question. Et sinon, il y a une personne de chez Nespresso qui est là. Je me demandais, parce qu'il y a une raison d'être qui a été définie sur Nespresso, non? Par rapport à celle de Nestlé Global, ou je ne sais pas s'il est encore là, la personne de Nespresso. Clémence est là. Clémence est toujours parmi nous. Ouais. J'étais en train de me démuter, désolée. Alors, en fait, ce qui est compliqué aussi chez nous, et c'est pour ça aussi que je vais dans pas mal de groupes de travail, c'est qu'on est un groupe international et on est aussi alimenté par, du coup, ce qu'on peut appeler en France la raison d'être, mais du siège, du coup, international de Nespresso. Et on est aussi alimenté par Nestlé, effectivement. Ouais. Et du coup, c'est pas toujours simple de travailler dans ce millefeuille, parce qu'il y a du bon à prendre partout. Et du coup, oui, il y a eu un purpose qui a été défini par le siège, et je crois qu'il n'a pas encore été annoncé, de façon publique. Mais oui, en fait, pour moi, quand j'entends tout ça, ça se rattache à une raison d'être, et en plus qui a énormément de sens pour nous. Mais du coup, après, de là à passer le pas pour Nespresso France, en tout cas, c'est des choses qui sont plus compliquées, en fait, quand on est intégré à des groupes internationaux comme ça. Donc oui, il y a des choses qui sont déjà définies, il y a beaucoup d'actions qui sont faites et dans ce sens-là, mais de là à l'officialiser, à le mettre dans des statuts, etc., c'est aussi des pas qui sont plus compliqués pour nous. Surtout pour une filiale française, effectivement. C'est ça, ouais. Alors, on a beaucoup de questions, nous, actuellement, parce que vous, ce qui est complexe, c'est que vous faites à la fois, vous êtes une entité à l'intérieur d'un grand groupe international et dont vous représentez le marché français. Donc, on a 3 étages. C'est vrai que nous, on se fait souvent approcher par des entreprises, typiquement même des banques mutualistes où il y a des caisses indépendantes. Où il peut y avoir une raison d'être au niveau du groupe, mais la caisse est en filiale. Il y a l'envie d'incarner cette raison d'être de façon plus concrète par des engagements qui seront ancrés sur le territoire. Et donc, on peut très bien imaginer qu'il y ait une raison d'être, je dirais, groupe, avec des engagements qui seront spécifiques à l'entité, en termes de business ou de zone géographique, et qui, du coup, sous réserve que ce soit une filiale, parce qu'il faut avoir des statuts pour pouvoir déposer des choses à la société à mission, de pouvoir s'incarner plus concrètement au niveau territorial. Ouais. Donc, vous avez défini, en fait, la question que je me posais, c'est si vous aviez si c'était un brand purpose Nespresso ou c'était une raison d'être que vous étiez définie. En fait, c'est un brand purpose, mais c'est vrai qu'avec toutes les définitions qu'on a vues, notamment ce matin, je pourrais vous le partager quand il sera officialisé, mais en fait, ça se rattache à une raison d'être, parce que clairement, c'est ça. Ça prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Ouais. D'accord, ok. Oui, donc c'est plus une raison d'être. Ouais. Ok. Donc, en termes de thématiques, les 2 prochaines, un petit focus sur l'approche méthodologique et raison d'être et plateforme de marque, ça vous satisfait? Parfait. Bon, eh bien, parfait. Parfait. Donc, il est 25, on a presque 5 minutes d'avance. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir rejoints. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à nous